L'utilisation ou la reproduction d'une œuvre sans le consentement de son créateur, ça expose l'utilisateur au délit de contrefaçon. Le délit de contrefaçon, c'est prévu par le Code de la propriété intellectuelle et c'est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Outre évidemment des dommages et intérêts civils selon le préjudice des auteurs. Internet, c'est un accès limité à des données, donc à des textes, à des images, à des photos, à des musiques, à des logos, qui risquent toutefois d'être protégés et dont la reproduction sans autorisation de leur auteur peut donc engager la responsabilité de leur utilisateur pour contrefaçon. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de se protéger de ce délit de contrefaçon? En recourant évidemment à des banques de données qui ont déjà fait le travail de trier pour vous les œuvres libres de droit de celles qui ne le sont pas, ou en utilisant des applications qui disposent de licences pour utiliser des œuvres protégées. Par exemple, sur TikTok, où l'usage est de publier du contenu sur un fond musical récent, donc rarement libre de droit, TikTok négocie des licences avec les détenteurs de droits qui lui permettent de proposer à ses utilisateurs un catalogue d'œuvres musicales sans risque d'être poursuivi pour contrefaçon. Et vous devez mentionner, si vous souhaitez utiliser une œuvre musicale qui n'est pas contenue dans cette bibliothèque musicale offerte par TikTok, vous devez vous assurer qu'elle est libre de droit ou obtenir la licence d'utilisation et payer les droits nécessaires. C'est d'autant plus important de recourir à des banques de données qui ont fait ce travail de tri que les œuvres n'ont pas besoin d'être enregistrées ou d'être déposées auprès d'un organisme quelconque pour être protégées par le droit d'auteur. Une œuvre, dès lors qu'elle est originale, est protégée par défaut. Par exemple, une photographie n'a pas besoin de mentionner son auteur, ou elle n'a pas besoin de mentionner qu'elle est protégée par un copyright, tout droit réservé pour être protégée. Par conséquent, un utilisateur ne pourra pas prétendre avoir cru une photographie libre de droit au seul motif qu'elle était accessible sur Internet sans mention particulière. C'est exactement la même chose pour les œuvres musicales qui ne seraient pas enregistrées à la SACEM. Donc, il faut prendre soin de passer par des banques de données d'œuvres libres de droit ou détentrices de licences d'utilisation d'œuvres protégées. Quid des œuvres qui sont générées par intelligence artificielle? Avec l'essor des outils de génération d'images par IA, la création visuelle et littéraire est accessible aujourd'hui à une large audience. Chacun peut produire des images, des concepts, des maquettes, des locaux en quelques minutes. C'est évidemment pas sans risque en termes de droit d'auteur, puisque les IA génératives, elles fonctionnent à partir de données qui sont prélevées sur Internet et qui ne sont pas toutes libres de droit. Donc, les IA vont produire des œuvres qui peuvent ressembler sensiblement à des créations littéraires, musicales, graphiques, artistiques d'une manière générale qui sont protégées. On va se poser la question alors de savoir à qui appartient réellement une œuvre générée par l'intelligence artificielle pour écarter tout risque de contrefaçon. Est-ce qu'elle appartient à l'utilisateur qui l'a commandée? Est-ce qu'elle appartient à la personne qui a créé le modèle d'apprentissage ou le programme informatique? Ou est-ce qu'elle appartient aux créateurs originaux dont les œuvres protégées ont servi d'inspiration? Il n'existe pas encore de législation très spécifique à l'IA en France. On continue donc à se référer aux droits d'auteur existants pour considérer que l'œuvre générée par IA, elle n'appartient à son utilisateur et donc ne peut être protégée que si elle a impliqué une contribution humaine substantielle. Donc, si l'utilisateur, par ses instructions originales ou en retravaillant le résultat initialement obtenu, a véritablement œuvré à la création, qu'il a apporté une contribution substantielle à cette création, il peut bénéficier d'un droit d'auteur. Et a fortiori, il sera donc protégé du délit de contrefaçon. Le droit d'auteur peut tout aussi être accordé à la personne qui a créé le modèle d'apprentissage automatique ou le programme informatique qui a produit l'image. Et les créateurs originaux peuvent également bénéficier d'un droit d'auteur sur les œuvres générées par IA si elles ne sont pas suffisamment éloignées de l'œuvre originale et peuvent donc faire naître une confusion sur leur auteur. Étant précisé que le droit d'auteur peut tout à fait être partagé entre différents contributeurs à une œuvre. La question qu'il faut se poser en matière de droit d'auteur, c'est toujours celle de l'originalité. Qu'est-ce que j'ai apporté de différent? Qu'est-ce que j'ai apporté d'original dans cette œuvre? En quoi est-ce qu'elle porte l'empreinte de ma personnalité? Il existe au niveau européen un IA Act qui a été adopté en mai 2024
et qui est applicable, mais qui va être applicable progressivement sur 24 mois, qui prévoit d'imposer aux plateformes d'IA visant à générer du contenu à communiquer au public un résumé détaillé de l'utilisation des données d'entraînement protégées par le droit d'auteur, c'est-à-dire qu'ils devront citer leurs sources. La France envisage d'aller encore plus loin en posant une exigence d'un accord des auteurs pour que leur œuvre soit intégrée dans les systèmes d'IA et une rémunération des auteurs originaux par le biais d'une taxation par une société de gestion collective qui va être chargée de redistribuer. Bon, a priori, ce n'est pas encore mis en place et c'est surtout considéré par les professionnels du milieu comme absolument inapplicable. Enfin, l'idée, c'est d'essayer d'arriver quand même à une rémunération ou en tout cas une compensation des auteurs pour l'utilisation de leur œuvre originale par une IA. Au Japon, les IA sont autorisées aujourd'hui à utiliser des œuvres protégées, dès lors que ça n'est pas pour une exploitation commerciale. Par contre, les œuvres générées par IA ne sont pas protégées par le droit d'auteur, pas à l'heure actuelle. En Chine, je dirais que la Chine impose aux créateurs d'algorithmes d'IA de respecter strictement les lois sur la propriété intellectuelle. Là encore, le droit à la protection des œuvres qui sont générées par IA est flou, n'est pas encore encadré. Donc à ce stade, il est important de se fixer des règles lorsqu'on utilise une intelligence artificielle. C'est d'abord d'utiliser de la même manière que pour ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'utilisation de photos, d'œuvres, de musique qui sont déjà aujourd'hui accessibles, c'est d'utiliser dans la mesure du possible des IA qui sont entraînées sur des bases de données qui excluent des œuvres protégées. Parce que certaines IA sont entraînées sur des bases de données qui incluent potentiellement des œuvres protégées, qui risquent donc de se retrouver dans des créations générées, même sans intention délibérée de les copier. Aujourd'hui, c'est le cas de ChatGPT et c'est le cas de Midjourney, par exemple. Il n'y a absolument pas de travail fait en amont, de tri pour exclure les œuvres protégées par ces IA génératives. Il y a d'autres IA, comme par exemple Adobe Firefly, qui garantissent que les images générées sont libres de droit et donc utilisables pour des projets commerciaux, précisément parce que la base de données d'entraînement de leur outil est constituée uniquement de contenus libres de droit ou de contenus qui sont sous licence avec Adobe. Donc, ça implique évidemment de se référer attentivement aux conditions d'utilisation des outils d'IA qui définissent les droits et responsabilités des utilisateurs pour s'assurer que l'image générée est conforme aux exigences légales. La deuxième précaution à prendre, c'est de ne pas inclure dans ces instructions des références directes à des artistes vivants, à des marques déposées ou à des éléments spécifiques qui peuvent être protégés, comme des logos, par exemple, et au contraire, essayer de toujours libeller ces instructions de manière à encourager la production de visuels ou d'écrits qui sont originaux. Attention, la responsabilité de vérifier si des droits d'auteur ont été enfreints incombe toujours à l'utilisateur. Donc, vous serez systématiquement considéré comme responsable d'une contrefaçon si vous ne prenez pas la précaution de vérifier systématiquement les conditions d'utilisateurs des IA auxquelles vous recourez pour essayer de créer effectivement, de générer en tout cas une œuvre, quelle qu'elle soit. Voilà, en quelques mots. Merci. C'est assez intéressant. Moi, j'ai déjà plein de questions. Est-ce que, je ne sais pas si, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui étaient arrivées. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Là, on a beaucoup parlé d'images. J'imagine que pour tous les autres contenus, c'est la même chose. C'est pour tous les autres contenus, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on parle pour la musique, pour toutes les œuvres protégées. Donc, les œuvres protégées, c'est des œuvres, ça peut être même des séries, des films, enfin, c'est audio, visuel, c'est la photo, c'est la musique, c'est effectivement les écrits littéraires, toutes les œuvres littéraires, des articles de presse, ça peut être absolument, enfin, c'est extrêmement large. Et concernant les publications sur les réseaux sociaux, si quelqu'un qui est propriétaire d'une œuvre la publie sur un réseau social, si on la
rediffuse à travers ce même réseau, est-ce qu'on est soumis aux mêmes règles ou est-ce qu'on est couvert par le fait que le premier, l'auteur l'a diffusé? Ah non, 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 parce que le droit d'auteur, lui, il a le droit de diffuser et vous n'avez pas le droit de reproduire. Ça ne vous donne pas l'autorisation de reproduire sa D'accord. diffusion. Donc, soit effectivement, il autorise une diffusion, mais si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas la possibilité de le reproduire sans son autorisation. Parce que c'est une fonctionnalité qui est quand même très courante sur les réseaux sociaux, la republication ou le transfert ou ce genre de choses. Et c'est rarement indiqué dans les publications que c'est interdit de le faire, quoi. Je veux dire, c'est un Après, fonctionnement qui est oui, quand même assez courant, quand même. il faut que ce soit une œuvre originale. Ça peut être quelqu'un qui déjà publie une œuvre qui est libre de droit, ou une image ou une musique qui est libre de droit, auquel cas, effectivement, vous la rediffusez de la même manière, si elle est libre de droit. Mais Alors, je si pense, ouais. c'est son œuvre propre, il peut vous autoriser à la reproduire. Euh, mais si ce n'est pas le cas, vous risquez le délit de contrefaçon s'il vient vous en faire le reproche. Après, il est bien évident qu'il faut une intention et qu'en termes de dommages et intérêts, il va falloir justifier d'un préjudice. Donc, Oui. si ça lui a rendu service, ou si c'est pas, déjà, il faut s'assurer que c'est pas pour une utilisation commerciale. Il est évident qu'il y a une appréciation très différente qui va être faite si c'est pour une utilisation en cercle, alors peut-être pas privée, mais en tout cas pas à des fins commerciales, ou si c'est une utilisation d'une œuvre protégée à des fins commerciales. Là, évidemment, les sanctions vont être beaucoup plus lourdes. Ensuite, l'appréciation du préjudice, si vous n'avez pas utilisé une image ou une musique qui est protégée à des fins commerciales, on peut néanmoins vous en demander on peut néanmoins vous demander une réparation, mais ça ne va pas être une réparation lourde. Enfin, moi, je le vois, je l'ai vu d'ailleurs pour des sections syndicales qui ont réutilisé des photos, notamment des photos de paysages pour agrémenter des propositions de voyage sur un site de comité d'entreprise, par exemple, et qui ont été rappelées à l'ordre par le propriétaire des photos. Il a fallu négocier, mais après ça s'est négocié sur des montants qui étaient assez raisonnables parce qu'on a regardé, enfin on a vérifié le nombre de vues effectivement de la photo en question et qu'il n'y avait pas une volonté commerciale derrière. Mais on a reçu un courrier d'avocat directement pour nous rappeler les droits du photographe et pour nous rappeler que la photo était utilisée sans autorisation. Après, pour aller jusqu'à la plainte pour diffamation, pardon, pour aller jusqu'à la plainte pour contrefaçon, en général, c'est parce qu'on a fait une utilisation commerciale de cette œuvre. En général, si on n'en a pas fait une utilisation commerciale, ça se résout par un accord amiable financier en considération du nombre de vues qui a pu être effectivement fait sans autorisation de l'auteur de l'œuvre. Est-ce que vous avez des questions? Moi, sinon, j'ai une autre Ouais. question. Vas-y, Valérie. Bonjour Valérie Fleuret. Bonjour. Moi j'avais une question. Est-ce qu'on, pour une photo, souvent sur les réseaux sociaux, maintenant il y a de plus en plus de photographes qui, ça a un nom, ils mettent leur nom sur leur photo. Oui. Donc est-ce qu'on peut faire une différence entre quelqu'un qui aurait mis son nom sur la photo et quelqu'un qui ne l'aurait pas mis? Ben non, absolument pas. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Ok. Absolument pas. Il n'y a pas d'obligation. Effectivement, maintenant, ils le mettent parce que ça permet quand même d'avoir une information beaucoup plus large. En tout cas, ça permet de pas à un utilisateur de pas pouvoir prétendre en toute bonne foi ne pas avoir eu l'information que la photo était protégée, mais elle est protégée par défaut. Une œuvre est protégée par défaut. Vous n'avez absolument pas besoin de mentionner qu'elle l'est. Vous n'avez pas besoin de mentionner votre nom. Vous n'avez pas besoin de mentionner qu'elle est protégée, qu'elle est inscrite, enregistrée quelque part. Voilà, c'est par défaut, elle est protégée. C'est bien toute la difficulté pour essayer de déterminer une œuvre libre d'une œuvre protégée. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment conseillé de passer par des banques de données qui font ce travail-là. Et quand les gens partagent leurs photos sur Facebook ou Instagram ou TikTok, n'importe quel réseau social, c'est un petit peu pour aussi que ce soit partagé et vu.
Bah, si ça reste dans ce qu'on appelle un usage privé, ça peut être considéré comme un usage privé si c'est sur Facebook, si c'est si vous ne le mettez pas forcément en... Alors moi, je ne suis pas une grande adepte des réseaux sociaux. Ouais. A priori, Ouais, si c'est ça, vous n'êtes pas d'accord. public, mais vous êtes sur un réseau privé, il n'y aura pas de difficulté. Il faut de toute façon qu'il y ait une volonté de l'auteur de ce qui est considéré comme une œuvre, encore faut-il que ce soit considéré comme une œuvre, attention, pour que ce soit protégeable, il faut qu'il y ait une originalité, il faut qu'il y ait une patte dans ce que vous avez fait, il faut qu'il y ait votre personnalité. Donc ça, sur une photo, sur une musique, oui, sur une photo, et encore, ça dépend quelle photo. Votre photo de vacances, je ne sais pas si elle va être vraiment considérée comme une originalité qui permet une protection. Toutes les photos ne peuvent pas être protégées, ni toutes les musiques d'ailleurs, ni toutes les vidéos, voilà, il faut quand même une œuvre originale. Et l'originalité, c'est qui traduit votre personnalité. Donc, il faut quand même qu'il y ait un petit travail artistique sur votre photo pour pouvoir prétendre à une protection. Donc, ça ne concerne évidemment pas toutes les photos. Mais quand vous avez effectivement des photos de paysages, c'est toujours extrêmement compliqué. Bah, l'originalité sur les couchers de soleil, faut être en capacité quand même de l'établir parce que effectivement, beaucoup de personnes peuvent avoir pris une même photo. Bon, ça peut se discuter. D'où d'ailleurs le fait que de plus en plus de photographes mentionnent leur nom sur leur cliché, effectivement, dès lors qu'ils circulent. Parce qu'il faut quand même être en capacité pour pouvoir réclamer une indemnisation pour l'utilisation de votre œuvre originale, il faut être en capacité de prouver qu'elle est originale. C'est là-dessus que ça peut effectivement se discuter. Moi, j'avais une question concernant la diffamation sur les réseaux sociaux. C'est quand même pas simple de faire retirer des commentaires. Moi, je pensais en particulier à Google. Refaire tirer un commentaire nominatif, c'est quand même pas simple. Là, je déborde un tout petit peu du cas individuel, parce qu'on a le cas, en entreprise. Il arrive parfois que des salariés aient leur nom cité sur Google lié à leur travail, puisque c'est dans le cadre de leur travail. C'est pas simple à faire retirer. Donc, je ne sais pas si la seule procédure à faire, c'est d'attaquer Google en justice pour faire retirer à chaque fois les commentaires. Mais et qui doit le faire? Est-ce que c'est dans ce cas-là, est-ce que c'est le salarié qui subit la diffamation, ou est-ce que c'est l'entreprise qui doit le faire? C'est le salarié qui subit la diffamation qui doit déposer plainte, parce que l'employeur ne subit pas la diffamation. Après, vous pouvez avoir une prise en charge par l'employeur quand c'est une diffamation qui est dans le cadre effectivement de l'exercice professionnel. L'employeur peut soutenir ou prendre en charge, mais la plainte, elle sera forcément par le salarié. Après, vous avez aussi beaucoup d'autres systèmes en droit de la presse qui sont les droits de réponse. Mais bon, évidemment. Sur des commentaires Google, les droits de réponse. S'il y a diffamation, s'il y a diffamation, il y a un droit de réponse. Après, commentaire Google, encore faut-il que ce soit diffamant. Hein. Le seul fait d'être cité n'est pas forcément diffamant. Oui, non, je suis d'accord. C'est compliqué et en même temps, c'est effectivement pour ça que c'est dans des délais très courts, parce que l'idée, c'est de pouvoir aussi intervenir dans des délais très courts. Mais moi, sur des procédures de diffamation, bon, alors après, effectivement, c'est pas Google. Ça dépend peut-être effectivement de l'organisme qu'on a en face de soi, mais il y a en tout cas des réactions rapides des autorités judiciaires pour faire retirer des commentaires qui sont considérés comme diffamants. Ok. Donc, on conseillera aux collègues de se retourner vers vous et vers le service juridique de la Bred pour les aider dans ce cas-là. Moi, j'avais une question. Alors, c'est pareil, hein, je suis un petit peu à la limite, mais comme c'est un sujet qui est assez transverse maintenant, la génération d'images par des outils IA fournis par l'entreprise. La responsabilité, elle se trouve où? Par l'utilisateur toujours? C'est toujours l'utilisateur qui est responsable, ou est-ce que l'entreprise
qui a mis à disposition un outil qui permet de générer des images qui sont clairement générées par l'équivalent d'un ChatGPT où se trouve la responsabilité dans ce cas-là? Non, moi je la mettrais. La responsabilité, pour moi, elle est auprès de l'employeur, sauf, toujours la même chose, abus du salarié, s'il en fait un usage détourné. Oui, si c'est dans le cadre de l'entreprise. Voilà, s'il en fait un usage excessif, détourné, bon, mais s'il n'en fait pas un usage détourné, si l'employeur met à la disposition des salariés, je veux dire, un IA qui génère des images sans avoir pris la précaution de s'assurer que c'était qu'il allait chercher, fouiller ces images dans des images libres de droit, non, c'est vraiment la responsabilité de l'employeur. Okay. Dans l'exercice de ses fonctions, en utilisant les moyens qui sont mis à sa disposition par l'entreprise, on ne peut pas exiger du salarié qu'il ait un devoir de précaution, de vigilance, de contrôle qui aille au-delà de celui de l'employeur. Donc, non, pour moi, ça ne poserait pas de difficulté en termes de responsabilité, ce serait celle de l'employeur. Il y a déjà eu des jugements sur le droit d'auteur pour des IA, par des images générées par IA? Moi, ça me dit rien, mais bon, non, mais potentiellement, ça peut. Parce que pour l'instant, on est vraiment dans quelque chose qui est encore très flou, et que tant qu'il n'y a pas effectivement de disposition très précise sur l'obligation des IA de respecter, soit de demander ce qu'on veut essayer de faire en France, d'obtenir l'accord des auteurs pour intégrer leurs œuvres dans leur moteur de recherche, ce qui risque d'être quand même extrêmement difficile à vérifier. Mais enfin, en tout cas, c'est l'idée aujourd'hui qui est souhaitée par le législateur français. Tant qu'il n'y a pas de cadre, c'est extrêmement compliqué. Donc aujourd'hui, c'est vraiment juste le droit d'auteur classique qui s'applique. Donc il faudrait avoir généré quelque chose qui est quand même qui est source de confusion. Générer un logo qui est très proche d'un logo déjà existant, générer une marque, générer une photo très proche, un tableau, une musique très proche de l'existant. Et ça reste pour l'instant sur le droit d'auteur. Il n'y a pas de loi encore spécifique qui applicable à l'IA en termes de protection du droit d'auteur. Donc, on est vraiment sur le droit d'auteur classique pour l'instant. Encore une fois, je pense que ça dépend vraiment de l'usage qu'on en fait. Donc, pour aller vraiment chercher une responsabilité aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même être sur une utilisation commerciale d'un logo détourné, qui prête à confusion. Donc, pour l'instant, non, il n'y a pas tellement de jurisprudence sur la question. Et le cas des IA qui génèrent des images ou des vidéos ou des sons en se faisant passer par d'autres personnes, ça rentre dans quel cadre là? C'est-à-dire en imitant, je dirais imiter dans ce cas-là, des personnes à leur insu, on rentre dans quel cadre là, dans ce cas-là? Parce que c'est pas du droit d'auteur, parce que c'est l'inverse plutôt là. C'est pas du droit d'auteur. Là, pour le coup, c'est la diffamation. L'utilisateur qui pourrait effectivement être, bénéficier éventuellement d'un droit d'auteur, mais par contre, ce serait quand même une utilisation d'images. C'est l'utilisation de voix et d'images. Oui. Donc, ça reste quand même du parasitisme. C'est quand même. En tout cas, il faut mieux pas en avoir une utilisation commerciale. Je pense que forcément, ça rentrerait sous le coup d'une infraction pénale. Ça reste quand même de la contrefaçon, puisque c'est quand même l'utilisation d'une image, de l'image d'une personne sans son autorisation, donc à qui on affecte une œuvre qu'il n'a pas réalisée, mais en utilisant son image, donc ça resterait quand même du parasitisme. Si on en faisait une utilisation commerciale, il y aurait effectivement moyen d'en récupérer les fruits. Et puis ça peut porter atteinte aussi à votre image, à votre réputation. Ça peut être de la diffamation dans ce cas. C'est comme une photo, c'est comme un dessin en fait. Ça serait une caricature. Ça peut être une caricature, c'est un peu différent, mais je sais pas. Ça sera intéressant. Ça pourrait être considéré comme diffamant. Après, bon, ça dépend de ce que vous en faites, hein, mais oui, bien sûr.
vous pourriez tout à fait faire quelque chose de caricatural, bien sûr. Mais de ce qu'on voit, enfin on le voit aujourd'hui, des images générées oui. Sur des caricatures, pour le coup. On en voit beaucoup. Après, je pense que tant que ça reste dans un... Alors, ce n'est pas forcément un usage privé, mais en tout cas, qui n'a pas d'objet commercial, il n'y a pas forcément de poursuite, parce que c'est extrêmement difficile quand même d'identifier les auteurs, de poursuivre. Je pense que ça passerait plus par une demande de suppression auprès des directeurs de publication, mais je ne vois pas comment... La difficulté, c'est aussi d'identifier l'auteur, en l'occurrence, quand vous êtes sur les réseaux. Ce n'est pas toujours évident de remonter jusqu'à l'auteur d'une publication comme ça. Mais là, encore une fois, on serait vraiment dans le droit de la presse classique. Hein. Ça reste un moyen de diffuser une caricature, comme un dessin ou comme... voilà, si vous constituez... on le voit avec notre président de la République... dont le visage est beaucoup utilisé par des IA comme ça, génératives, dans des situations plus ou moins rocambolesques, c'est le droit de la presse. C'est comme une caricature dans un dessin. Ça peut être considéré comme diffamant et vous aurez les recours du droit de la presse. Donc, effectivement, la diffamation. On va essayer de ne pas avoir de mauvaises idées. Hein. Surtout que là, pour le coup, c'est effectivement volontaire. C'est pas une reproduction. Non, c'est pas considéré comme un hasard ou un défaut de vérification ou d'instruction suffisamment précise. Donc, on sera vraiment. Et donc, c'est vraiment, voilà, pour l'instant, pas de législation spécifique à l'IA. On est vraiment sur le croisement droit de la presse, parce qu'on diffuse, et droit d'auteur, parce qu'on est susceptible de réutiliser des œuvres qui sont protégées.